Bonjour à tous, merci, je vois que chaque jour vous êtes plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Bien, continuez de le faire, de partager ces vidéos et si vous les appréciez, de mettre un pouce vers le haut. C'est très important pour leur référencement. Merci d'avance. Peut-être n'êtes-vous pas surpris par le fait que le gouvernement remette sur le tapis l'épouvantable réforme des retraites, parce qu'en politique, plus rien ne vous surprend, comme moi. Bon. Mais peut-être que vous vous dites quand même, en matière de santé, de conditions de travail des personnels soignants, d'hôpital public, ils vont faire des efforts parce qu'on vient de vivre ce qu'on vient de vivre et qu'il y a eu tant de promesses qui ont été faites. Eh bien non, détrompez-vous. Même en matière de santé, je vais vous le démontrer de manière très concrète, ça continue. Ça continue. Ça ne change pas, ça continue de s'aggraver. Vous allez voir ça et c'est logique. Nous restons, je vous le rappelle, dans l'Union européenne et dans l'euro. Et par ailleurs, le fait que le nouveau Premier ministre s'appelle Jean Castex, ça n'est pas anodin en matière de santé. Il a un très lourd passif en ce qui concerne l'hôpital public et la santé. Je vais vous en parler. On va voir surtout ce qu'il faut faire très rapidement, très concrètement et de manière très utile. Alors, en ce moment, nous sommes en plein ce qu'on appelle le Ségur de la santé, qui doit se finir normalement cette semaine. Pourquoi le Ségur ? C'est le nom de l'avenue à Paris où se trouve le siège du ministère de la Santé. Et dans le cas du Ségur de la santé, on parle beaucoup du salaire des soignants. Et c'est vrai qu'en France, les personnels soignants sont particulièrement mal payés. Selon Thierry Amouroux, qui est porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers, les infirmiers et infirmières françaises gagnent en moyenne 300 € de moins que la moyenne européenne. C'est vrai que quand on regarde les chiffres de l'OCDE, les derniers qu'on a datent de 2015, mais l'ordre de grandeur reste évidemment toujours le même. C'est vrai qu'en France, on est en queue de liste dans l'OCDE. Nos infirmiers et infirmières gagnent moins que le salaire moyen français. À l'époque, c'était 95%. Alors que c'est 101% en Pologne, donc un peu plus, 104% au Royaume-Uni, 113% en Allemagne, 114% c'est la moyenne de l'OCDE, et même 124% aux États-Unis. En France, c'est moins, donc ils sont mal payés. Pour l'instant, d'ailleurs, ils n'ont pas eu grand-chose. Il y a la prime Covid qui est arrivée fin mai, alors qui était que de 500 € dans une soixantaine de départements et de 1500 € dans les 40 départements les plus touchés par la crise du coronavirus. Mais ça, c'est un coût. Et ça n'est pas une augmentation générale des salaires. Et puis c'est zéro, pas un centime pour les vacataires, pour les intérimaires et pour les libéraux. Alors là, dans le cadre du Ségur de la santé, Olivier Véran, ministre de la Santé, le 24 juin, avait annoncé une enveloppe pour les rémunérations des personnels paramédicaux et non médicaux de 6 milliards d'euros. Donc c'est-à-dire pour les aides-soignants, les infirmiers et les agents hospitaliers. Et puis il l'a passé à 6 milliards 400 millions. Et là, le 7 juillet, le nouveau Premier ministre Jean Castex a annoncé que ça passait à 7 milliards et demi. On se dit 7 milliards et demi, c'est beaucoup d'argent. Oui, mais on parle là de centaines de milliers de personnels. Dans la fonction publique hospitalière, il y a plus d'1 million de personnes. Donc on voit que ça reste une goutte d'eau. Avec ces 7 milliards et demi, on est très loin des 300 € par mois qui seraient nécessaires rien que pour être dans la moyenne. On est plutôt, d'après les premiers calculs, sur la moitié, 150 voire 160 € par mois. Et encore, on ne sait pas si c'est pas 50 € la première année, puis 100 € la deuxième année, puis 150 € seulement au bout de 3 ans. Donc il faudra regarder aussi s'il n'y a pas entourloupe sur la méthode. Quant aux médecins hospitaliers, aux internes et aux étudiants en médecine, eux, ils sont traités dans une autre enveloppe pour laquelle, pour l'instant, le gouvernement a promis 600 millions d'euros, ce qui n'est quand même pas grand-chose. Rappelons que ce Ségur de la santé est dirigé par Nicole Notat. Nicole Notat, je vous rappelle, il était numéro 1 de la CFDT dans les années 90. La CFDT étant quand même le syndicat réputé pour avoir collaboré avec le pouvoir et l'oligarchie à fond les manettes. Et pour avoir été depuis toujours, le syndicat le plus européiste de France. Donc on n'est pas très surpris. En matière d'état de l'hôpital, est-ce qu'il y a une rupture avec l'austérité ? Absolument pas. Vous allez voir de manière très concrète, ça va peut-être vous surprendre, que ça continue de plus belle. On continue de fermer des lits d'hôpitaux. Là, il faut se reporter à un article du Monde qui est sorti récemment le 12 juin 2020 et qui s'appelle comme ça. La doctrine de la fermeture de lits à l'hôpital est venue se fracasser sur l'épidémie de coronavirus. Le Monde rappelle dans cet article que entre 1993 et 2018, donc en 25 ans, près de 100 000 lits d'hôpitaux ont été fermés en France et en 20 ans, 95 services d'urgence ont été fermés en France. Parmi ces 100 000 lits fermés,
il y en a 83 000 qui concernent les services de médecine, chirurgie et obstétrique, soit 29% de moins en 25 ans, c'est colossal. Mais la psychiatrie aussi a connu beaucoup de fermetures de lits, moins 31 600 lits en 25 ans. Il n'y a que sur les soins de suite et réadaptation qu'on a créé quelques lits, pas beaucoup, 11 300 en 25 ans. Alors ça a des conséquences pratiques très concrètes. Si vous êtes vous-même malade et que vous devez être accueilli à l'hôpital, ça a des conséquences sur vous. Ainsi, il y a une étude qui avait été faite en juin 2018 par le syndicat SAMU Urgence de France qui avait estimé que sur les 6 premiers mois de 2018, près de 100 000 personnes avaient passé la nuit sur un brancard, faute de lit. Donc il manque des lits. Et puis là, on l'a bien vu, dès qu'on arrive face à une épidémie ou face à une crise sanitaire, on manque considérablement de lits. Et pourtant, Le Monde ajoute dans cet article que là, en ce moment même, en juin 2020, à l'époque, il y a des plans, je cite, des plans de restructuration qui continuent avec suppression de postes et ou suppression de lits à l'hôpital. Et Le Monde cite Tours, Nancy, Metz, Caen, Cherbourg, Marseille, Draguignan. Sachez qu'à Strasbourg, le 25 mai dernier, des parlementaires alsaciens ont envoyé une lettre au Premier ministre parce qu'ils ont appris que l'Agence régionale de santé, l'ARS du Grand Est, prévoit la fermeture d'une vingtaine de lits de réanimation supplémentaires pour l'Alsace, donc 14 rien que pour les hôpitaux universitaires strasbourgeois. Donc 20 lits de moins en Alsace par rapport à l'avant-Covid. Ce qui est délirant parce qu'on a expliqué, comme l'Alsace a été particulièrement touchée au début de l'épidémie, qu'il manquait des lits. Souvenez-vous, à l'époque, on faisait partir des malades en TGV, en hélicoptère, vers l'Île-de-France, puis vers la Bretagne, vers les Pays de la Loire, vers l'Aquitaine, etc. Et là, pourtant, ils vont enfermer 20 supplémentaires. À Dole, dans le Jura, il y a eu une manifestation le 30 juin devant l'hôpital Louis Pasteur, parce que là, carrément, le service de chirurgie conventionnelle est menacé de fermeture. Donc, vous voyez que ça continue plus belle. Et toujours selon Thierry Amouroux, donc porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers qui était interviewé sur France Info ce 8 juillet, je le cite. Pendant la crise, on était tranquille. Les petits comptables, avec leur tableau de bord, n'étaient pas là. Ils étaient en télétravail. Mais là, ils sont revenus et ils recommencent leur plan d'économie. Et oui, ça recommence. Et Thierry Amouroux, dans cette interview, évoque des fermetures de lits en ce moment même. À Strasbourg, on l'a vu, mais il ajoute également Tours et Saint-Étienne. Alors, ça ne vient pas de nulle part. D'abord, la nomination à Matignon comme chef de gouvernement de Jean Castex n'est pas anodine du tout en matière de santé. Sachez qu'il a un passif, il a laissé une trace. Il était en 2005-2006, donc juste avant le mandat de Sarkozy, il était haut fonctionnaire directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la Santé. Et c'est lui qui s'est occupé d'impulser ce qu'on appelle la tarification à l'activité, T2A, TAA. Qu'est-ce que c'est ? C'est le nouveau mode de financement de l'hôpital public en France à partir de 2006, qui s'est généralisé progressivement jusqu'en 2012. Aujourd'hui, il concerne tous les hôpitaux de France. Et qui s'est substitué à ce qui existait avant 2006, c'est-à-dire une dotation globale. C'est-à-dire qu'avant, les hôpitaux en France recevaient chaque année une dotation globale. Mais les petits comptables de Bercy et surtout de l'Union européenne et de Bruxelles ont considéré que ça coûtait trop cher, qu'il fallait appliquer l'austérité. Donc ils sont passés à ce nouveau système de tarification à l'activité. Oui, c'est vrai que les dépenses de santé augmentaient en France chaque année, mais c'est pas anormal. Chaque année en France, on gagne à peu près 150 000, 200 000 habitants. Et en plus, chaque année, la population française vieillit un peu plus. Or, on sait que plus la population est âgée, plus les dépenses de soins, de santé sont importantes, c'est mécanique. Donc c'est pas illogique que ça augmente. Eh bien non, c'était trop pour les petits comptables de l'Union européenne et donc du ministère des Finances en France. Ils ont mis en place la tarification à l'activité, pilotée par Jean Castex à l'époque. Cette tarification à l'activité, Hakim Becher, qui est chef de service à l'hôpital Bichat, en parle en ces termes, je le cite. C'est une course absurde à la rentabilité. Et c'est bien ça. Et là, et c'est cocasse, il faut retrouver un article du Monde qui date de l'époque, du 22 février 2006, et qui explique que cette tarification à l'activité, qui à l'époque est toute nouvelle, est inspirée de modèles européens. Et oui, ça n'est pas étranger au fait que la France appartienne à l'Union européenne. Et selon Jean Castex, qui est interviewé à l'époque dans cet article, je le cite, « Ce système nécessite un gros travail de pédagogie ». Il ajoute « Ce système a le mérite d'obliger tous les établissements hospitaliers à se regarder avec lucidité.
à se regarder avec lucidité. Que c'est joliment dit. Ça veut dire à se voir appliquer l'austérité à coups de schlag. C'est ça que ça veut dire et c'est ce qui s'est passé. Eh bien, on continue aujourd'hui avec Jean Castex, sauf que maintenant, il est devenu carrément Premier ministre. Et puis, c'est pas anormal non plus, tout ce que je vous ai décrit, parce que n'oubliez pas que nous continuons d'appartenir à l'Union européenne et à l'euro qui applique toujours les mêmes politiques. Évidemment, il suffit de lire les recommandations à la France par l'Union européenne, les grandes organisations de politique économique, les GOPE de 2020, qui sont sorties le 20 mai 2020, je vous en avais déjà parlé. Il faut lire cette phrase, je vous la cite. Les recommandations pour 2019 restent d'actualité et continueront de faire l'objet d'un suivi. Or, en 2019, comme les années précédentes, l'Union européenne demandait à la France de modérer, de réduire ses dépenses de santé. Et donc, l'Union européenne est en train de nous dire que coronavirus ou pas, elle s'en moque, il faut continuer l'austérité pour la santé et à l'hôpital. Et c'est pour ça qu'on continue. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut avoir une bonne compréhension des choses. Il faut comprendre que ce qu'on voit à l'hôpital et la paupérisation des personnels soignants depuis des années, ça n'est qu'un signe de l'appauvrissement global de la France, et notamment depuis que nous sommes dans l'euro, une vingtaine d'années. L'euro qui nous désindustrialise et donc nous appauvrit à vitesse grand V. Tout le monde s'appauvrit, sauf peut-être 0,1% de la population, ce qu'on appelle l'oligarchie. Et tous les secteurs de la vie française et tous les services publics s'appauvrissent, dont l'hôpital. Donc ça, il faut avoir une bonne compréhension des choses. C'est pas que sectoriel. C'est un appauvrissement global de la France parce que de très mauvais choix ont été faits. Ensuite, il faut maintenir la pression, participer aux mobilisations, aux manifestations de personnel soignant, les soutenir. Alors c'est vrai que ces manifestations-là, elles ne seront pas bien vues par le pouvoir. Là, on n'est pas dans les manifestations de sans-papiers, de clandestins ou manifestations style Adama, Traoré qui sont choyées, chouchoutées par le pouvoir et l'oligarchie parce que ça les arrange bien. Non, là, on est sur des vrais sujets. Donc, dans ces manifestations, ça se passe mal. On y envoie les antifas, les black blocs pour les pourrir. Et c'est ce qui s'est passé le 16 juin dernier, on l'a vu. Mais ça sera toujours comme ça. Ce qui ne doit pas nous empêcher de les soutenir et d'y participer le plus massivement possible pour justement noyer ces antifas et ces black blocs qui sont là, qui sont manipulés pour justement détruire la mobilisation ou la pourrir dans les médias. Il faut stopper les agences régionales de santé, les ARS créées en 2010. Ce sont des logiques purement comptables. Je ne vais pas parler ici du tout de tout le programme santé, rassurez-vous. On peut pas, mais je parle de ce qui est en rapport avec l'actualité immédiate et que vous compreniez la philosophie. Il faut arrêter les ARS, qui sont une déclinaison de la vision comptable de Bruxelles en France. Il faut donc sortir de cette logique comptable et de marché appliquée à la santé. Et sachez qu'elle ne vient pas de nulle part. Le secteur de la santé, ce sont des centaines de milliards d'euros rien qu'en France. C'est un énorme gâteau dans lequel veulent croquer des grandes compagnies privées, notamment des grandes assurances privées. Donc à chaque fois qu'ils appauvrissent l'hôpital, qu'ils payent mal les personnels soignants, qu'ils font de l'austérité, c'est parce que ça permet de privatiser en douce le système et ça oblige les gens à prendre des assurances privées. Et ça, les politiques sont de mèche avec ces compagnies privées et ces assurances. Il faut donc surveiller, traquer les conflits d'intérêts. Il faut par ailleurs, puisqu'on veut sortir de cette logique de marché, il n'y a pas d'autre choix que de faire le Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne et de l'euro. Évidemment, évidemment. La même logique d'ailleurs s'applique concernant la réforme des retraites. Petite parenthèse, si on fait cette réforme des retraites, si on appauvrit les retraites, c'est pour vous obliger à prendre des assurances privées à côté. C'est une privatisation déguisée. C'est toujours la même logique et les gouvernants sont de mèche, parfois parce qu'ils sont eux-mêmes, ils croquent eux-mêmes dans la même pomme, le même gâteau, parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Ce que d'autres peuvent appeler de la corruption, tout simplement, si on veut appeler un chat un chat. Il faut comprendre donc ce faux argument des économies. On vous dit on va faire des économies, ça vous permettra de payer moins d'impôts et ça nous permettra à tous de baisser la dette publique, etc. C'est faux. Regardez, depuis 25 ans, le monde rappelle qu'on a fermé 100 000 lits d'hôpitaux et pourtant depuis 25 ans, la dette en France a explosé et le taux d'imposition n'a cessé d'augmenter. Donc c'est faux. À chaque fois qu'on fait de l'austérité, ça coûte plus cher à moyen et à long terme. Et on l'a vu, voire ça peut coûter très cher. On a fait quelques économies de bout de chandelle à l'hôpital, quelques dizaines de millions d'euros ici et là depuis des années. Lorsqu'arrive l'épidémie, la crise du coronavirus, ça nous coûte des dizaines de milliards d'euros d'avoir fait ces économies. Parce qu'on a affaibli l'hôpital et donc ça crée en France plus de désordre qu'ailleurs et une récession plus forte. Et finalement, ça nous appauvrit beaucoup plus. Donc il faut arrêter de croire ce faux argument des économies. Par ailleurs, il faut travailler sur la prévention.
ça c'est une parenthèse aussi importante que j'ouvre, sur l'alimentation, la qualité de l'alimentation, du cadre de vie, l'activité sportive, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, évidemment, c'est absolument essentiel. On ne doit pas être que dans le curatif, pas du tout. On doit beaucoup travailler et en France, on a énormément de retard sur ces questions de prévention qui peuvent déranger aussi des grandes compagnies privées qui n'ont pas intérêt, qui préfèrent, elles, être dans le médicament, le soin, le curatif, qui leur apporte beaucoup d'argent. Là aussi, il faut traquer les conflits d'intérêts. Si vous êtes d'accord avec cette vision des choses, eh bien, adhérez aux Patriotes, la formation politique que je préside. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve en description juste sous cette vidéo et également en commentaire épinglé dans les commentaires. N'attendez plus. Moi, j'ai besoin de vous. Je vis des adhérents et des donateurs. Notre mouvement ne vit que de vous parce qu'il n'a pas un centime de l'État ni des banques. Il est un instrument de combat, de bataille pour ce que je viens de vous dire, notre santé et plus généralement pour notre pays. Allez, à bientôt aux Patriotes et vive la France. Merci.